Donc aujourd'hui nous avons Jean-Claude Delaunay, que je pense inutile de vous présenter, mais enfin néanmoins il est économiste à la fois marxiste et il nous fait l'honneur et le plaisir de venir de loin puisqu'il habite Pékin, c'est ça, oui, Pékin. Donc il est à la fois donc un économiste et un observateur de la scène chinoise. Une Chine qui nous interpelle, parce qu'évidemment c'est un pays qui ne laisse pas indifférent, qui n'a jamais laissé indifférent, mais qui ne laisse certainement pas indifférent aujourd'hui, dans le grand jeu mondial, où, enfin, il faut dire que les médias occidentaux ne nous donnent qu'une vision très partielle et très idéologique d'ailleurs de la Chine, si bien que on ne peut pas trop savoir, enfin on a quelques difficultés à savoir qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce que c'est que la Chine, qu'est-ce que c'est que l'État chinois, qu'est-ce que c'est que le Parti communiste chinois, qu'est-ce que c'est que l'économie chinoise, et comment définir le système social, politique et économique chinois. Donc je vais laisser la parole à Jean-Claude Delaunay qui va vous faire l'intervention, puis ensuite il y aura un dialogue avec la salle. Merci. En Chine n'est pas une garantie de scientificité, mais ça donne une sensibilité sur certains aspects des choses. Récemment, je vous donne une illustration, présenté un bouquin à une édition universitaire, et l'un des lecteurs de ce livre me dit, parce que j'avais fait une remarque suivante, les Chinois sont les rois de l'organisation. Je lui ai dit ces choses-là de manière un peu simple. Il me dit, mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire, les rois de l'organisation, hein? C'est pour moi une évidence. Par exemple, dans ce début d'année pour eux du chien, il y a 300-350 millions de personnes qui ont pris la route pour aller dans leur campagne originelle, un peu comme les saumons, et ils y reviennent. Il y a à peu près 350 millions de gens qui prennent le bus. Tout ça ne se fait pas sans avoir un sens de l'organisation considérable. Et je n'ai pas besoin de citer 25 auteurs américains pour justifier ce genre d'argument. Ça me paraît une évidence sensible. Voilà. Donc, vivre en Chine n'autorise pas la scientificité, mais donne une certaine sensibilité, et en tout cas on peut discuter de cette sensibilité. Elle n'a aucune valeur scientifique, aucune, mais c'est un point de vue dont j'espère que vous faire comprendre qu'il est solide, il a le sérieux d'un observateur occidental, plein de questions, parce qu'après tout, moi j'ai aussi des tas de questions, voilà. Les Chinois ont une belle expression pour parler des gens à préjugés. Ils disent pas vous avez des préjugés, ils disent vous portez des lunettes de couleur. Je trouve ça joli. Et donc essayons d'éviter d'avoir des lunettes de couleur. Moi, je n'ai pas de jugement sur la Chine. J'ai essayé de comprendre la Chine. Voilà. Et je vais vous dire comment je l'ai comprise sur la question à 100 balles. C'est-à-dire, est-ce que c'est un pays communiste, est-ce que c'est un pays capitaliste? Ça, je pense que c'est un centre de discussion, surtout en France, où on est porté immédiatement sur des niveaux idéologiques d'un haut niveau d'ailleurs. Ce n'est pas rien, ce n'est pas une interrogation excessive, mais nous, on aime bien ça. Voilà. Les Chinois ont une approche, je dirais, plus empirique de la réalité, et s'interroge moins sur les finalités et l'organisation sociale que sur l'avantage qu'ils trouvent à un tel système. C'est pas forcément très bien d'ailleurs, l'empirisme a des limites aussi. Mais nous sommes plus portés sur la théorie, sur la discussion théorique, que sur l'appréciation pratique des choses. Je vais vous dire avant de parler de cette question à 100 balles, quelques découvertes que j'ai faites personnellement. La première, c'est que la Chine est grande. C'est bête de dire que j'ai... mais ça, j'habite pas à Pékin, j'habite dans le sud, justement,
Et entre le sud, entre Nanning et Pékin, il y a 3 heures de vol, ce qui est pas négligeable. Pour traverser les États-Unis en avion, c'est 5 heures. Donc, vous voyez, ça fait du sud au nord, 3/5 des États-Unis. C'est un grand pays. Ça veut dire que, par exemple, quand on parle de démocratie dans ce pays, qui est un pays en développement, un pays sous-développé, qui a une autre culture de la démocratie que nous, c'est aussi un sacré machin d'organiser une élection pour 1,3 milliard, 500 millions d'habitants. On a un petit peu un raisonnement villageois, du genre village de Clochemerle, quoi, avec 672 habitants, plus les vaches et les cochons. C'est 672 habitants, c'est pas grand-chose en Chine. Voilà, donc c'est grand. La deuxième idée, mais qui je crois est banale pour vous certainement, c'est que c'est un pays, je ne vais pas insister, c'est un pays développé et en même temps c'est un pays peu développé ou insuffisamment développé. Quand on va en Chine, on a le sentiment, surtout qu'on va, nous autres voyageurs, nous allons dans les grandes villes, c'est-à-dire les aéroports et tout ça, on ne va pas forcément dans les campagnes profondes par la première fois, et on voit un pays développé, industriellement développé. Mais en même temps, quand on prend les chiffres, eh bien, on les divise par 1,5 milliard, et ça nous donne des moyennes qui se situent à peu près dans le 100e rang des chiffres du monde. Voilà, alors, j'avais amené quelques graphiques. Je vais éviter de les passer parce que il y a des auteurs qui ont bien parlé de ces choses-là. Et il y a eu notamment Marc Van de Piet. Jean, tu as dû passer ça dans tes rubriques. Marc Van de Piet est un jeune auteur, jeune par rapport à moi, du PTB, le Parti travailleur de Belgique. Et ils font un travail, à mon avis, tout à fait intéressant sur la Chine. Et il a, à l'occasion du 19e congrès, il a sorti un petit papier, je vous y renvoie, parce que ce papier donne des scores, des indications statistiques qui nous montrent que quand on est chinois, eh bien, on bénéficie d'un certain niveau de vie, quoi. Voilà, et je dois dire que c'est peut-être une chose parmi lesquelles nous devons penser à mieux faire nous devons penser à mieux faire comprendre, c'est que quand on est chinois, on n'est pas en train de crever la faim au coin de la rue, comme je vois hélas beaucoup de personnes dans la région parisienne. Et c'est pas parce que ces gens étaient foutus en prison, c'est parce qu'en ce moment, Xi Jinping mouille la chemise et dit eh ben, il faut qu'on fasse partir, éradiquer la pauvreté de ce pays. Voilà, alors, je fais une parenthèse parce que Xi Jinping est le président de ce pays, et ben oui, mais c'est en même temps un homme de contact populaire. Et dans ce pays, pour des raisons historiques, il est conduit à endosser un peu tous les vêtements. Donc un jour il est pompier, un jour il est militaire, un autre jour il sera médecin, il aura la blouse blanche, tout ça. Et là il parle des pauvres, et il est donc dans les villages et il serre les pognes. Il est populaire, c'est un homme populaire, il n'y a pas de problème. Et il est populaire parce qu'il lutte contre la corruption de manière résolue, ce qui est une très bonne chose, et un peu comme dans l'ancien temps, où les paysans, les Chinois, reprochaient à l'empereur sa corruption. Voilà, quand il y a eu une grande révolution, un renversement de dynastie, c'était en général parce que les gens étaient corrompus, jusqu'à la moelle et au-delà. Donc, ce pays, je reviens sur mon propos initial, je suis un peu bavard, ce pays est dirigé par des gens qui prennent la cause de la population en main. Alors, si on avait ça dans un pays en France, par exemple, je pense que ça changerait beaucoup. Et je tends à croire, voilà, c'est un petit peu... je me pose des questions de théorie, je me dis qu'est-ce que c'est que le critère du socialisme? Qu'est-ce que c'est que le critère d'un... Ben, je dirais que
c'est de la satisfaction des besoins populaires, il me semble. Voilà. Ça, c'est un point qu'on peut discuter. Voilà. Satisfaire les besoins populaires. Est-ce que c'est, oui ou non, un critère d'une société qui va vers un changement révolutionnaire? Est-ce que c'est ce qu'on observe dans un pays capitaliste? Alors, donc 2 ou 3 choses que je sais de la Chine, c'est que c'est grand, c'est que c'est un pays développé, mais pas totalement développé. Je vais dire un dernier point, parce que ça peut être un élément dans notre discussion. C'est un élément qui, à mon avis, échappe en grande partie aux Chinois. C'est que c'est un pays. Alors, il a un grand passé. Là, ça ne leur échappe pas, mais c'est un passé qui vient de ce que Marx a à peine commencé d'étudier, qui s'appelle le mode de production asiatique, et qui, à mon avis, est un concept tout à fait important, même si on ne lui donne pas cette rigueur que le terme de mode de production asiatique a. C'est un terme tout à fait important, à la fois pour comprendre le passé, mais dans ce pays qui change vigoureusement en l'espace de quelques décennies, de comprendre pourquoi les éléments du changement sont des éléments de changement révolutionnaire. C'est une révolution par rapport à un mode de production antérieur, mode de production asiatique. Alors vous connaissez le bouquin de Wittfogel, je fais référence aussi, enfin moi j'aime beaucoup les écrits de Vitan Laquet, le compte-rendu qu'il a fait du bouquin de Wittfogel sur le despotisme oriental. C'est un concept que les Chinois n'apprécient pas beaucoup. Je ne suis pas en mesure de dire exactement pourquoi, mais moi je le trouve très utile parce que le mode de production asiatique, je vais utiliser ce terme très simplificateur, c'est ce qui est en train d'être changé et qui est changé profondément. Quelle était donc la finalité de ce mode de production asiatique? C'était un mode de production où vous aviez, si je puis dire, en haut un empereur et des classes dirigeantes, et en bas tout un ensemble de communautés villageoises. Voilà. La Chine était un immense village de villages, et il y avait donc une sorte de double pouvoir, un pouvoir impérial très fort, et en même temps des petites communautés qui avaient un certain pouvoir. Ce qui se traduit dans la religion par le fait que l'empereur était le fils du ciel, et donc il avait un contact téléphonique régulier avec le ciel, qui lui-même avait une apparence pas très très précise, mais c'était très important parce qu'à l'époque on croyait à ça, et donc il fallait qu'en tant que fils du ciel il vienne faire quelques cérémonies pour que les récoltes soient bonnes, et les récoltes, et donc il participait à la bonne tenue des moissons et tout ça. Mais vous aviez en dessous des gens qui avaient un autre pouvoir religieux, le culte des ancêtres. Voilà. Et donc je ne vais pas en dire plus, pour dire que cette dualité religieuse reflète une dualité sociale qui a en même temps imaginé un élément intermédiaire qui ont été les mandarins. Voilà. Alors, si vous lisez le bouquin que Guobai et Aglietta ont écrit sur la voie chinoise, vous verrez, ils font beaucoup d'insistance sur les mandarins. Les mandarins, c'est vrai, alors c'est le truc un peu facile, les communistes actuels sont les héritiers des mandarins. Moi, ça ne me choque pas du tout, et d'une certaine manière, je le crois. Je pense comme ça. Je me dis, Xi Jinping n'est plus le fils du ciel, mais il est le fils de la société. Donc, il ne téléphone pas au ciel, mais il téléphone à la société. Et la société lui dit, ah, ça va pas, hein, il nous faut de l'emploi, etc. Et elle lui dit, il y a des canaux, c'est un téléphone complexe. Téléphoner avec le ciel, ça demande des outillages spéciaux. Téléphoner avec la société ou à la société, c'est aussi pareil. Et donc il y a un héritage
de cette époque très, très ancienne. Mais les mandarins ne sont pas tout. C'est le mode de production qui servait à produire des hommes et du grain. Voilà, les hommes et le grain. Et ça colle bien d'ailleurs. Ces communautés, elles avaient une sorte de... Parce qu'un mode de production, ça ne reproduit pas seulement des choses. Ça, c'est nous, un peu marqués par l'idéologie capitaliste. Nous avons oublié qu'on produit aussi des hommes dans un mode de production. Des hommes, des femmes, évidemment. Et ça a été changé. Voilà, un des éléments du changement. Le premier élément du changement, c'est la politique de restriction démographique qui a été prise au début des années 80. Voilà, c'est le premier changement par rapport à ce mode de production antérieur. Deuxième élément de changement, ce mode de production antérieur était un mode de production agricole. Un observateur de la Chine, René Grousset, oui, parle d'un immense jardin. La Chine est un immense jardin. Et c'est vrai, quand on se balade dans les régions de montagne, par exemple, on voit cette géographie particulière de la culture en étage qu'on trouve dans beaucoup d'autres pays, notamment au Moyen-Orient. Et donc c'est un immense jardin. Ce jardin, il est en train d'être transformé. C'est une immense industrie. Voilà un deuxième changement révolutionnaire par rapport au mode de production asiatique. Changement des hommes, changement de l'industrie. Un autre changement, c'est que cet empire était l'empire du milieu. Voilà. Et sa structure ne conduisait pas à un développement impérialiste, a priori. Ils ont eu des expositions maritimes très importantes, mais à un moment donné, il y avait ces bons dieux de gens du Nord qui faisaient de l'invasion, il y avait ceux de l'Ouest qui nous embêtaient, et ben on rappelait les marins, les capitaines, et tout ça, venez vite. Donc c'était pas un truc impérialiste, c'était l'Empire du Milieu. Voilà, l'Empire du Milieu. Maintenant, c'est un pays dans le monde. Voilà, donc, vous voyez, il y a toute une série de changements qui sont observables aujourd'hui par rapport à ce mode de production antérieur, et je dirais qu'indépendamment de toute discussion sur la nature du régime, il y a une chose que l'on peut reconnaître de manière évidente, c'est que ce gouvernement et ces gouvernements successifs, cette équipe d'hommes a révolutionné le mode de production antérieur. C'est une chose qui ne date pas d'aujourd'hui, cette idée de la révolution. Ça date des mandarins eux-mêmes, pas des mandarins, de la dynastie elle-même. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas capable de faire face aux impérialismes occidentaux, et enfin disons, on appelle occidentaux, puisqu'il y avait les Américains, les Européens, et qui venaient dépecer le melon, la guerre d'opium, on en parlait il y a quelques instants, et toute cette dynastie des Qing s'est dit, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir, comment faire? Et donc, la transformation du monde, mais eux, ils n'ont pas pu, parce que révolutionner l'Empire, c'était se faire harakiri. Or, ils ne parlaient pas japonais, donc voilà, ils n'ont pas pu. Mais il y a eu ensuite la révolution républicaine, Sun Yat-sen, qui était importante, puisqu'elle a foutu l'Empire en l'air, 1911-1912, mais la République n'a pas réussi la révolution, et la première moitié du XXe siècle a été en Chine un immense merdier, et en même temps l'invasion chinoise est venue, chinoise-japonaise, est venue évidemment compliquer les choses. C'est le Parti communiste chinois qui a fondé et la nation chinoise nouvelle, et en même temps un nouveau mode de production. Voilà, c'est un nouveau... Alors, c'est vraiment très sommaire ce que je raconte, mais ça, c'est clair, c'est évident. Je dirais qu'indépendamment de toute réflexion de savoir si c'est un régime communiste ou socialiste ou quoi, c'est l'évidence. Mais nous, et je crois qu'on a raison, on se dit, mais
quel est le sens, quelle est la direction prise par cette société. Voilà. Alors, je vais dire un peu des choses de manière provocante, et je vais dire comment je les comprends. Voilà. Ensuite, on peut discuter. Il me semble qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase maoïste, qui a commencé, il y a eu la lutte d'indépendance, et puis en 1949, la fondation de la Chine populaire, et Mao Tse-tung meurt en 1976, et vous avez à partir de 1978 une nouvelle politique de réforme et d'ouverture auquel est associé le nom de Deng Xiaoping, mais Deng Xiaoping c'était un homme parmi une équipe, voilà. Donc il y a à mon avis deux époques qui sont en même temps c'est pas seulement mon avis, qui sont deux époques qui sont différentes en ce qui concerne le marxisme, la référence marxiste. Justement, ces derniers temps, ces derniers mois, ont été le lieu de célébration, à juste titre, de la révolution d'octobre en Union soviétique. Mais est-ce que le marxisme chinois actuel est le même que le marxisme du XIXe siècle ou le marxisme de référence soviétique? Je dirais que non, c'est ça, il y a une double différence. Je vais essayer de dire comment je comprends cette différence. Premièrement, par rapport aux écrits de Marx et d'Engels, ces brillants penseurs ont étudié le marxisme à partir de l'observation du capitalisme dans ce qu'il avait de plus développé, c'est-à-dire l'Angleterre, la Grande-Bretagne, la France, de ce qu'il avait aussi de moins développé, c'est-à-dire l'Allemagne pendant un certain temps, etc. Donc, lorsqu'il raisonne, c'est marxiste, celui-là, il raisonne sur un pays qui porte... il raisonne sur un pays qui est, disons, sur une tendance qui est la tendance d'un pays très développé, avec une classe ouvrière qui est elle-même très formée, vous voyez, avec des industries et donc des ouvriers majoritaires, ils raisonnent là-dessus. La Chine, c'était pas ça. La Chine, c'était pas ça. C'était une masse de paysans. Donc il y a une première différence, qui est bien connue d'ailleurs, hein, une masse de paysans, d'autant que le mouvement ouvrier chinois a été liquidé réellement, comme savent le faire les capitalistes. Hein. Ce qu'ils ont fait aux États-Unis, ils ont massacré, et une classe ouvrière qui était plus faible à Shanghai. Je pense qu'il y avait toute une série de manifestations sanglantes qui ont écrasé le mouvement ouvrier et qui ont remis donc la destinée de la Chine à la paysannerie et en même temps à un groupe d'hommes, d'intellectuels qui se sont rassemblés autour du mouvement communiste avec la double idée de l'industrialisation, de la transformation industrielle de leur pays, et en même temps avec l'idée, je crois, de former la nation économique chinoise. Parce que la Chine, elle existe depuis des milliers d'années en tant que nation culturelle, mais pas en tant que nation économique. Voilà, à l'heure actuelle, ce qui est fondé, c'est une nation économique chinoise. Quand il y a je ne sais combien de milliards investis dans les trains, ça forme la nation économique chinoise. Il y avait les routes du temps de l'empereur, enfin c'était pas... chacun était dans son coin, dans sa province, et quand l'empereur disait quelque chose, au bout de la province, il y avait sans doute un mec qui disait oui, 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 et il disait je ferai ce que j'entends, ce que je veux faire. Donc ça c'est un changement par rapport... Alors oui, j'étais en train de parler du marxisme, et donc la première phase du marxisme a été donné lieu à une nouvelle interprétation par des gens qui ont dirigé un mouvement à partir de la paysannerie, en se rendant compte que cette classe paysanne
qui avait fait la Révolution nationale, qui avait aidé à la lutte contre les Japonais. C'était en même temps, selon une expression de Roland Leff, qui est mort maintenant, mais qui a fait de très belles études, hein, c'était une classe de trop. La paysannerie, c'est toujours une classe de trop. Voilà. Donc ils font la révolution, et puis quand ils ont fini, on leur dit, écoutez les mecs, il va falloir que vous rentriez chez vous, ou bien que vous alliez à la ville, quoi, il n'y a pas une classe de trop. Ça, c'est le premier truc, et on voit bien comment les dirigeants chinois actuels ont pris en charge ce problème. Mais je crois qu'il y a eu une deuxième expérience, qui est l'expérience que je vais appeler là aussi pour simplifier, celle du marxisme stalinien, vraiment simplificateur, qui était celle de la Russie soviétique, depuis sa fondation jusqu'à la fin de Staline, dans une époque de lutte contre le socialisme. Voilà. Et je pense que ça a pas marqué profondément la façon dont le marxisme a fonctionné dans ce pays. Voilà. C'est notamment un marxisme dans lequel l'idée est qu'on va diriger, on va planifier. Évidemment, quand on fait la guerre, on ne va pas faire 36 consultations pour savoir s'il faut des chaussures bleues ou des chaussures vertes. Il faut produire des chars, il faut produire, et puis on choisit, et on met en place un double système, un système militaire et un système civil, et on organise. Je pense que les Chinois ont eu des différences importantes politiques avec les dirigeants soviétiques, mais ils ont quand même, dans une première période, qui a été la période de la vie de Mao Zedong, et donc de ses lieutenants, parce que Deng Xiaoping, qui était ensuite contre, il était là avec Mao, ils ont pris les décisions ensemble. Alors Mao prenait en charge d'avoir fait des bêtises, et ensuite Deng Xiaoping prenait la serpillière pour éponger, mais ça c'est une façon de voir les choses. Et je crois, et là, ça m'intéresserait, si j'avais le temps de la vie suffisant, j'aimerais bien comprendre ça. Je pense qu'ils ont expérimenté un marxisme qui leur parlait de planification intégrale, totale, possible, et qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Voilà. Et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas parce que l'époque avait changé aussi, et que, bien sûr, l'impérialisme était toujours là, agressif et puissant, mais en même temps, dans le monde, les peuples demandaient à exister davantage, que cela ne s'est passé au cours de la première moitié du XXe siècle. Et donc, ils ont, à partir des années 78, 80, élaboré une nouvelle pensée. Voilà. Je vais consacrer les 10 dernières minutes à cette nouvelle pensée, et il sera 4 heures. Alors, cette nouvelle pensée, elle est pas née comme ça. Hein. Quand je lis, par exemple, un petit bouquin de Mylène Gollard, bon, alors il y a peut-être parmi vous quelques... c'est tout à fait légitime, quelques personnes qui apprécient cette personne et son raisonnement, mais on dirait que vraiment les communistes chinois, ils n'ont qu'une seule pensée, c'est passer au communisme. Hein. Au capitalisme, pardon, au capitalisme. Et même Mao, c'était une façon détournée. Alors voilà, quand on regarde les choses, comment les décisions sont prises, tout ça se fait vraiment dans le temps, ils se réunissent, et ils ont pris en 78 la décision de réforme et ouverture. Je ne sais pas si Deng Xiaoping savait très bien, il avait une intuition, c'est un homme politique, je dirais, considérable. Ne serait-ce qu'avoir cette intuition-là, c'est important dans un pays. Voilà. Mais savoir comment ça allait se passer, alors là, pas du tout, je crois pas. Ça commence à prendre forme en 1992. Ouais, alors 80, 92, il y a quand même de temps. Et puis après 92, les Chinois eux-mêmes, les dirigeants,
ils ont réfléchi et ça commence à prendre forme un peu plus en 97. Oui, c'est quand même pas très loin, 97. Ça fait 20 ans, ça, si je ne me trompe. Bah, et à partir de 97, ils ont eux-mêmes continué à élaborer. Donc, il y a eu un changement de réflexion qui a mis du temps. Alors, quels sont les grands éléments de cette nouvelle articulation avec le marxisme? Alors, je dirais, premièrement, sont des gens prudents, les Chinois, et en même temps, ils savent qu'ils sont dans un milieu qui est un peu mouvant et compliqué. Ils ne veulent pas apparaître comme des provocateurs, et ils disent c'est un marxisme aux caractéristiques chinoises. Moi, j'interprète cette façon de faire. Alors, au début, voilà, l'occidental un peu con, quoi. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire un marxisme aux caractéristiques chinoises? Moi, je crois que c'est une dénomination politique pour dire un petit peu aux Américains, on ne veut pas vous embêter chez vous. Les pays capitalistes, on ne va pas les embêter. C'est nous, c'est un truc aux caractéristiques chinoises. Laissez-nous faire nos trucs. Voilà. Donc ça, c'est une première remarque, mais de nature politique. La deuxième remarque, c'est que ils ont observé d'abord leurs propres erreurs, leurs propres difficultés. Vous allez appeler ça des erreurs si on veut, mais c'est plutôt des difficultés. C'est qu'à un moment donné, il y a une grosse famine, il y a 20 millions de gens qui meurent. Voilà. Ça, c'est un problème. Alors, en Chine, 20 millions de gens qui meurent, je ne dirais pas que c'est rien, mais la vie, c'est vrai que... ah tiens, voilà une chose qui a changé. Ils ont mis un terme aux famines. Le mode de production asiatique se payait régulièrement des famines de 10, 15, 20 millions de personnes de morts. Et là, voilà, ce régime a mis fin aux famines. Bon, c'est un changement, c'est une révolution. Donc, on va réfléchir. Le socialisme et le communisme va prendre énormément de temps. Et c'est pas l'idée d'une révolution rapide. Voilà. Donc ça va prendre beaucoup de temps, on ne sait pas combien de temps. Et ce qui veut dire que l'urgence, c'est le développement. Voilà. Puisqu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour passer au socialisme, dans l'urgence, il faut se développer. Et le deuxième concept important, c'est comment se développer. C'est l'économie socialiste de marché ou l'économie de marché socialiste. Alors, voilà, ça c'est un message considérable. C'est un message considérable qui s'adresse aussi à tous les pays sous-développés du monde. C'est leur dire, écoutez, nous, on fait notre truc, là, mais vous, peut-être, pays africains, vous avez aussi, au Burundi, des caractéristiques burundiennes, et vous n'allez pas faire le socialisme en 5 minutes, non, ça va prendre du temps. Et vous allez peut-être avoir référence au marché. Alors à mon avis, cette référence au marché, c'est un premier problème dans le champ, dans l'assiette des marxistes, parce que nous sommes habitués à considérer que le marché, c'est horrible. Mais d'un autre côté, nous sommes... Alors voilà, c'est d'un autre côté, on regarde les expériences... Oui, non mais regarde les expériences des communistes eux-mêmes, de Lénine et tout ça, ils ont tous commencé par dire, à un moment donné, il faut qu'on mette en place le marché. Je signale, il y a un petit article dans Économie et politique, je ne cite pas souvent Économie et politique, un truc de Béton, Alain Béton, un petit article pas mal, sur cette question du marché. Bon, on peut discuter, alors... tu dis oui, ils disent pas ça du tout, mais enfin à un moment donné, il me semble que c'était un problème pour nous que voilà, la formulation est contradictoire était la suivante, c'est que nous disons le marché est le plus développé sous le capitalisme. C'est une formule de Lénine, hein, le capitalisme est le système de production qui est le plus marchand de tous ceux qui existent.
je crois. Donc moi j'ai été formé à cette idée. Donc si c'est le système le plus marchand qui existe, comment va-t-on passer au socialisme en utilisant le système le plus marchand qui existe? C'est un problème théorique à résoudre, à mon avis. Ça se résout, c'est pas un subterfuge, et en tout cas la pratique oblige à considérer que le marché fera partie des pratiques du socialisme, en France par exemple, si nous avons la possibilité ou quand nous aurons la possibilité de participer à un grand mouvement populaire etc., etc. Donc première idée, c'est marché et marxisme ne sont pas incompatibles, il faut réfléchir. Et il faut observer aussi, parce que la deuxième idée plus compliquée, et ça ils ont élaboré ça d'abord. Et puis ensuite, ils sont allés à une autre idée, c'est que non seulement le marché était nécessaire au fonctionnement du socialisme chinois, mais que le capitalisme devait prendre sa place dans le fonctionnement du socialisme chinois. Voilà. Alors là, c'est vraiment l'arrêt de poisson dans la gorge, hein, parce que le marché passe encore, mais le capitalisme, dans le fonctionnement du socialisme, comment est-il possible de concevoir que c'est l'ennemi même des socialistes qui va aider au succès du socialisme? Alors, je crois qu'il y a deux façons de raisonner dans ce cas. Ou bien on se dit, bah oui, ils sont tellement sous-développés qu'il faut qu'ils mobilisent toutes les énergies possibles et imaginables, et ils ne vont pas seulement que référer au capitalisme, en même temps, ils ont mis en place la dictature du peuple. Et ça, je crois que c'est très intéressant, très important. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses, c'est que la référence au capitalisme, comme élément complémentaire du développement de l'économie chinoise, a pour contrepartie ou pour complément nécessaire la mise en place de la dictature du peuple, c'est-à-dire de l'organisation d'une politique orientée vers la satisfaction, orientée de manière continue et permanente vers la satisfaction des besoins populaires, en sorte que ce ne sont pas les entreprises capitalistes qui dirigent ce pays, ce sont les entreprises sous la direction ou sous l'impulsion du gouvernement communiste qui, animés par la dictature du peuple, donnent l'orientation, et donc ce ne sont pas les capitalistes qui dirigent. Conclusion, ce n'est pas parce que dans un pays socialiste il y a des entreprises capitalistes que ce régime n'est pas socialiste. Voilà, il faut... Alors on va dire, oui, mais il y a de plus en plus de capitalisme, et il n'y avait aucun capitaliste au départ. Et donc ils ont... Alors, dans quel secteur? Bon, il faut quand même aussi voir, c'est pas les secteurs clés, ce sont... les secteurs clés sont sous la direction de plus en plus du système gouvernemental, et les secteurs, par exemple, alors, les secteurs privés c'est pas l'armement, soyons-en certains. Voilà. Donc, et dans un pays capitaliste, ça n'est pas un pays seulement où il y a des entreprises capitalistes, c'est un pays où la direction de l'État marche en fonction des intérêts des capitalistes. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc on peut discuter. Si on veut montrer que la Chine est capitaliste, alors on doit montrer que le gouvernement de ce pays, les gouvernements de ce pays, agissent dans le sens du gouvernement d'un pays capitaliste. Alors, la discussion prend des dimensions infinies, parce que, après on va dire, ouais, mais vous vous rendez compte, ils sont en train de dépenser de l'argent pour développer les transports. Ah oui, mais on ne peut pas développer le capitalisme sans développer les transports. Bah oui, évidemment. Alors, Xi Jinping lutte contre la corruption. Ah bah oui, mais un système capitaliste ne peut pas marcher avec la corruption. Vous voyez, la discussion est infinie, on n'arrive pas à en sortir.
moi je trouve qu'à un moment donné, cette façon de faire de la politique ou de la théorie, c'est un peu voir les choses par le trou de la serrure des cabinets, quoi. La lutte pour la corruption, c'est des luttes de clans. Oh, bon, mais pourquoi pas? Mais il n'y a aucune preuve. C'est vraiment des racontards de concierges. Je médis des concierges en ce moment. Alors, voilà, moi c'est l'interprétation que j'ai de ce pays. Ce n'est pas un pays capitaliste, c'est un pays qui a mis en place des capitalistes parce qu'il avait besoin pour son développement de mobiliser toutes les énergies. Il faut voir concrètement ce que sont ces entreprises et non pas rêvasser sur le capitalisme. Je pourrais donner des informations sur ça, mais il y a quelques grosses entreprises, mais le capitalisme chinois est un capitalisme de petites entreprises. C'est ça la majorité. Alors, ça ne veut pas dire que les Chinois sont tendres entre eux. Hein. C'est un capitaliste chinois et il ne va pas faire de cadeaux. Mais c'est plus les entreprises multinationales qui sont... Et elles sont, elles, plus faciles à surveiller. J'ai déjà dépassé mon temps de 3 minutes. Je voudrais quand même dire un autre point, un dernier point pour la discussion. Hein. Mais ce point est en train de me filer d'entre les pattes. Et donc c'est aussi bien que je termine en vous remerciant encore en cette année du chien. Et je ferai simplement une remarque qui montre vraiment les grandes différences qui existent entre la Chine et la France, par exemple. En France, les chiens font wawa, n'est-ce pas? Alors qu'en Chine, ils font wang wang. Ce qui est bien l'indication qu'il y a vraiment beaucoup de différences. Mais ce qui est agréable, c'est que tous les peuples aiment se souhaiter la bonne année à un moment donné de leur vie, même s'ils ne peuvent pas se blairer entre voisins. Le voisin dira bonne année à son voisin qui ne peut pas blairer, c'est agréable. Merci pour votre attention.